Donc cette table ronde va nous faire dialoguer avec Laure Dramas, qui est docteur en traitement de l'eau. On va parler de l'utilisation des eaux dites non conventionnelles. Et Catherine Néel, qui est directrice de projet résilience des hydrosystèmes au CEREMA. Il va falloir nous expliquer ce que c'est. Mais peut-être que je vais d'abord donner la parole à Laure Dramas, qui va nous expliquer d'abord ce qu'est une eau non conventionnelle et quel usage on pourrait en faire. Bonjour, merci Étienne. D'abord, je voulais remercier toute l'équipe d'organisation pour... Pardon. Bonjour, merci Étienne. Donc, je voulais d'abord remercier toute l'équipe d'organisation pour cet événement d'une grande qualité. Et donc là, aujourd'hui, on va parler des eaux non conventionnelles. Et d'abord, pour comprendre un peu l'engouement assez tardif en France pour l'utilisation des eaux non conventionnelles, il faut avoir en tête que la France est assez bien dotée au niveau eau. On a 5 grands fleuves qui naissent presque tous, sauf le Rhône, et meurent en France. Et on vit dans un climat tempéré, ce qui fait qu'en fait, on a un imaginaire collectif profond de l'abondance de l'eau en France. Et donc, c'est à la suite de sécheresse, du changement climatique, qu'on a commencé à se préoccuper, à économiser la ressource en eau. Et actuellement, en France, on est à moins d'1% des eaux usées, traitées, réutilisées. À titre de comparaison, Israël réutilise 80% de ses eaux usées traitées, l'Espagne 14% et l'Italie 8%. Encore une fois, ces 3 pays subissent des stress hydriques depuis très longtemps. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont dû se préoccuper plus rapidement de la ressource en eau. En réalité, la France fait déjà de la réutilisation des eaux usées traitées sur son petit cycle de l'eau, puisqu'en fait, tout au long d'une rivière, on va pomper de l'eau, la potabiliser en station de potabilisation, les consommateurs vont l'utiliser donc dans les villes, dans les industries, etc. On va ensuite l'assainir et la rejeter dans l'eau. Puis quelques kilomètres plus loin, on va repomper, retraiter, réutiliser, réassainir, etc. Donc en fait, ce cycle va se répéter et on boit tous de l'eau usée, traitée, potabilisée, en fait, qui a été diluée dans les rivières. Il faut savoir aussi que dans les années 1980, les premiers projets de réutilisation des eaux usées traitées en France ont commencé à apparaître, suite toujours à des événements climatiques. Donc, par exemple, en 1976, il y a eu une grosse sécheresse dans l'île de Noirmoutier qui a obligé en fait, les habitants à repenser leur gestion de ressources en eau. Et quelques années plus tard, dans les années 1980, le premier projet de réutilisation des eaux usées traitées est apparu à Noirmoutier et à l'heure actuelle, il y a entre 500 000 et 600 000 mètres cubes d'eau qui sont utilisés pour irriguer, pour sécuriser et irriguer les cultures à Noirmoutier. C'est environ 330 hectares. Ça fait plus de 30 ans que ça dure et on n'a jamais eu de gros scandales sanitaires avec les pommes de terre de Noirmoutier. Donc ça veut dire que ça marche, et heureusement. Depuis une petite dizaine d'années maintenant, il y a une réelle volonté politique de réfléchir à la ressource et comment la gérer différemment et faire avancer ces sujets-là. Et donc en 2018, il y a eu les Assises de l'eau. Donc ça a été une première, hein, ça a été une concertation très large et inédite avec tous les acteurs de l'eau, donc les collectivités, les entreprises, les organisations professionnelles, les associations environnementales, les associations de consommateurs. Ils sont tous mis ensemble pour réfléchir à la fois sur les réseaux d'eau et d'assainissement, mais également sur le changement climatique et la ressource en eau. En 2020, le gouvernement a créé un groupe de travail sur les eaux non conventionnelles. Donc, Catherine est la représentante aujourd'hui de ce groupe de travail. Pour également réfléchir toujours dans un effort de sobriété, à comment réutiliser l'eau au maximum avant de pouvoir la rendre au milieu naturel. Et puis en 2021, il y a eu les Varennes de l'eau, le Varenne agricole de l'eau, pour réfléchir pour la filière agricole, à savoir comment gérer la ressource en eau et puis comment s'adapter au changement climatique. Enfin, en mars 2023, donc il y a un petit peu moins d'1 an, le gouvernement a sorti son plan eau,
avec 53 mesures. Et ce plan affirme réellement la volonté du gouvernement à massifier le recours aux eaux non conventionnelles. Les objectifs sont de passer donc on est à moins 1% actuellement, à 10% d'utilisation des eaux usées traitées, et puis permettre à plus de 1000 projets de voir le jour d'ici 2027. Pour rappel, à l'heure actuelle, on a 419 projets d'utilisation des eaux usées traitées en France, dont 136 en service et une trentaine d'autres projets avec des eaux autres que les eaux usées traitées. C'est plus que les eaux usées traitées, c'est tout. Mais je reviendrai dessus. Ok, bon, très bien. Catherine, c'est mieux. Donc, en tout cas, c'est des objectifs qui sont très ambitieux et qui vont dans le bon sens. Et donc, on voit une réelle dynamisme sur ces sujets-là. Et donc, Catherine, qui fait partie du groupe de travail des eaux usées non conventionnelles, qui travaille depuis 2020 sur ces sujets-là, va nous expliquer un petit peu ce que veut dire, ce qu'il y a derrière ces ENC, eaux non conventionnelles, et comprendre les implications des utilisations des ENC. Avant de donner la parole à Catherine Niel, j'aimerais une question naïve. Dans les pays où les eaux non conventionnelles sont davantage utilisées, comme l'Italie 10%, Israël 70%, 80%, est-ce que ça augmente beaucoup le coût de l'eau ? Oui, très certainement. En fait, toute réutilisation a un coût supplémentaire, donc c'est pour ça qu'il faudrait réfléchir de manière très locale à une analyse coût-bénéfice-risque. Catherine Niel, à vous la parole. Bonjour à tous, et je tiens à remercier la collectivité de Combloux et surtout les organisateurs de leur invitation. Alors effectivement, je viens du CEREMA, donc c'est, on va dire, un bureau d'études sur plein de thématiques, donc l'environnement, les risques, l'aménagement et la mobilité, les mobilités. C'est un peu un bureau d'études de l'État. Et dans le cadre de mes recherches au CEREMA, j'ai eu l'occasion de faire un premier panorama un peu qui se voulait exhaustif, donc sur la base de données de 2017, donc sur l'utilisation des eaux usées traitées. Donc c'était à la demande du ministère de l'écologie. Et ce panorama a été réactualisé, hein, tout est public, c'est accessible sur Internet, a été réactualisé par INRAE en 2022. Donc les chiffres qu'évoquait Laure tout à l'heure sont des chiffres réels, mais sauf que ça concerne plein de types de petites boucles et grandes boucles. Alors je propose à la régie de mettre les deux diaporamas qu'on a proposés, parce que effectivement, je vais parler non seulement au titre du CEREMA, mais aussi au titre du groupe de travail national qui a été constitué pendant le confinement sous l'initiative du ministère de l'écologie et de la santé, et qui était animé par l'ASTE. Et un des premiers travaux de ce groupe de travail qui est très très ouvert, hein, c'est-à-dire qu'il représente, il y a une trentaine de structures, on va dire, représentées, qui vont d'institutions, donc bien sûr les ministères, agences de l'eau, des représentants des DDT, mais aussi des établissements publics comme le CEREMA, INRAE, OFB, et aussi des associations professionnelles d'entreprises de l'eau. Bon, il y a l'ASTE aussi qui anime, donc Christelle Pagotto qui vient de Veolia, il y a la SOR, il y a les grands groupes d'entreprises de l'eau, mais aussi des petits fournisseurs de systèmes au niveau domestique, hein, de petites boucles de réutilisation d'eau au sein de vos habitations, par exemple. Et il y a aussi des bureaux d'études conseils, donc qui ont participé à ce groupe de travail. Et en fait, un des premiers travaux, ça a été de se dire, c'est quoi qu'on appelle eau non conventionnelle ? Parce que ça, c'était un peu le ministère qui nous avait dit, voilà, vous allez nous faire un groupe de travail sur les eaux non conventionnelles pour nous dire quels sont les freins au recours aux eaux non conventionnelles en France, quels sont les leviers et quelles sont vos recommandations pour pouvoir atteindre les objectifs, notamment du plan eau, et permettre un déploiement de ces pratiques en France. Alors nous, on s'est dit, collectivement, on va essayer d'être très très ouvert aussi dans notre définition et de ne rien exclure. C'est-à-dire tous les types d'eau qui correspondent à d'autres types d'eau que ceux directement issus du petit cycle qui a été décrit par Laure, hein, c'est-à-dire le petit cycle que vous avez à votre robinet, c'est-à-dire celui qui vient du prélèvement de la ressource avec une potabilisation qui arrive à votre robinet et que vous rejetez via vos toilettes ou vos lavabos à la station d'assainissement et qui est normalement restitué au milieu. Donc voilà, on s'est dit, voilà, ça représente plein de types d'eau différents. Alors j'ai rajouté au schéma les eaux d'exor, parce qu'on en a beaucoup parlé au sein du groupe de travail, mais les principaux types d'eau qui sont ressortis, c'est ceux-là, une dizaine de grands types d'eau qui sont concernés. Les eaux de pluie, à différencier de ce qu'on appelle les eaux pluviales. Alors les eaux de pluie, c'est celles qui sont récupérées au niveau des toitures. Les eaux pluviales, c'est celles qui ruissellent au niveau des chaussées, des terrasses, etc., avant d'être récupérées.
Les eaux de piscine, vous avez un exemple ici, les eaux de bassin qui peuvent être soit vidangées, soit recyclées en permanence pour une partie. Les eaux grises, qui sont issues de vos douches, de vos lavabos, de vos lave-linges. Les eaux industrielles aussi, les eaux issues de la matière. On a des industries qui sont vraiment, on peut appeler ça des usines à eau. Les papeteries, les sucreries, les laiteries, voilà. C'est-à-dire que le produit fini fait qu'on produit énormément d'eau, qu'on extrait énormément d'eau pour faire le produit fini. Les eaux aussi d'origine d'autres industries. Voilà. Et les eaux d'exor, moi je les ai rajoutées au schéma. Ça, c'est toutes les eaux qu'on pompe en permanence dans le milieu pour, par exemple, mettre hors d'eau des équipements souterrains, des parkings souterrains, des stations de métro, des gares, etc. Et des fois, il y a certains contextes où on a des nappes qui sont très proches de la surface, on pompe en permanence ces eaux, et on les rejette juste après. Donc on fait les shadocks en fait. À l'Est lyonnais, c'est très drôle. On a plein de bâtiments, voilà, on pompe, et puis juste après on rejette, et puis juste derrière, il y en a un autre qui pompe, et qui rejette, et qui pompe, et qui rejette, et voilà. Et c'est ça les eaux d'exor. Donc peut-être qu'on pourrait gérer les choses un peu différemment, quoi. Alors pour vous faire un petit panorama au niveau des eaux usées traitées, simplement, c'est-à-dire les eaux qui sont issues de nos stations d'épuration collectives de l'eau, notamment gérées par les collectivités, donc urbaines, et qui après pourraient être utilisées. Alors je suis très contente d'être là, et surtout après la session qu'il y a eu juste avant sur énergie eau, parce que j'arrête pas de dire, mais enfin les stations d'épuration, mais c'est aussi une usine à énergie. Déjà, vous n'avez pas parlé d'une source d'énergie, c'est la chaleur. Donc la chaleur fatale, etc. L'eau qui ressort des stations d'épuration, elle est en général à peu près stable en température toute l'année, autour de 10 degrés. C'est génial si on a un échangeur de chaleur, aussi bien pour faire du refroidissement que pour faire du réchauffement. Donc voilà, c'est une chose qu'on peut utiliser beaucoup plus et qui est déjà utilisée, heureusement, sur certaines stations d'épuration en France, mais beaucoup plus utilisée dans d'autres pays. On pourrait faire de la géothermie beaucoup plus simplement à partir des eaux usées. Un autre avantage des eaux usées, c'est que, en fonction du mode de traitement de l'eau, elles sont relativement riches en éléments nutritifs. On appelle ça des éléments polluants quand on parle du nitrate, quand il y en a trop par rapport à un seuil sanitaire, mais c'est avant tout des éléments, le phosphore et l'azote, qui sont indispensables à la vie, indispensables aux plantes. Et donc du coup, si on valorise cette eau sur le sol, c'est un moyen aussi de fertiliser. La Fédération française de golf a fait une étude en 2012, et ils ont calculé, ils peuvent réduire de 20% leur apport d'engrais s'ils utilisent des eaux sorties de stations d'épuration pour arroser leur golf. Donc, ils ont vu tout de suite l'intérêt même économique qu'il y a à penser les choses comme ça. Donc, par contre, il faut de l'eau pas trop traitée non plus. Parce que si on traite l'eau super bien, comme on le fait en zone littorale, avec des procédés, je ne vais pas vous en parler, mais où là, on a quasiment de l'eau potable, on pourrait pratiquement la boire à la sortie de la station d'épuration, là, il n'y a plus d'éléments nutritifs du tout. Donc là, c'est un peu dommage. Donc, c'est pour ça qu'il y a une réflexion à faire, et on peut passer la deuxième diapositive. Donc, en fait, pour comparer ce qui se passe donc dans un cycle conventionnel de l'eau tel que vous l'a décrit Laure, donc on fait finalement quelque part de la réutilisation de facto. Je tiens juste à dire, pour vraiment enlever tous les silos qu'on a dans nos réflexions, je parle d'eau et je vous ai parlé un peu d'énergie, mais je vais vous parler d'alimentation aussi, je vous ai parlé des golfs, mais je vais vous parler d'alimentation, on a parlé des cultures, des pommes de terre de Noirmoutier, qui sont des pommes de terre AOP, mais en fait, vous mangez sans doute tous ici, sans le savoir, de l'eau usée traitée. En gros, à l'échelle européenne, le grand maraîcher de l'Europe, c'est l'Espagne, c'est l'Andalousie, et l'essentiel des fruits et légumes qui sont vendus en supermarché et qui viennent d'Espagne sont irrigués par les eaux usées traitées. Et je pense que ça ne dérange personne de manger des bonnes courgettes et des bonnes tomates venues d'Espagne. Voilà. Donc vous vous en rendez pas compte, mais et s'il y a eu un règlement européen en 2020 pour essayer d'harmoniser les règles au niveau des États membres de la communauté européenne sur cette pratique d'utiliser les eaux usées issues des stations d'épuration pour l'irrigation agricole, c'est surtout, au départ, la motivation de départ, c'était pour éviter une distorsion de concurrence sur les productions agricoles, donc sur l'alimentation issue de ce nouveau système, enfin c'est un système, c'est on a une seule ressource en eau, mais c'est juste un autre moyen de gérer l'eau. Donc c'est un autre cycle de l'eau, c'est une certaine modalité de cycle de l'eau. Donc voilà, en fait, les motivations, elles sont là. C'est-à-dire que pourquoi un produit qui serait arrosé par les eaux usées traitées pourrait pas être vendu dans certains États membres au prétexte qu'il est arrosé par les eaux usées traitées. Il n'y a aucune raison.
pour que ça se produise. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont cherché à harmoniser les règles. Et du coup, c'est devenu incitatif. Pourquoi vous empêchez qu'on irrigue, pour certains États membres, avec des eaux usées traitées, les cultures, les productions agricoles, et si vous le faites, eh ben, vous devez nous expliquer pourquoi. Et normalement, à l'échelle de l'Europe, tout le monde devrait pouvoir faire de l'utilisation agricole des eaux usées traitées, mais moyennant certaines conditions, bien sûr avec des précautions. Donc en fonction du type de légumes, en fonction du type de production, eh ben, il y a différents seuils pour vraiment contrôler les choses et éviter tout risque sanitaire. Voilà. Alors quand on regarde un cycle normal, donc c'est ce qui est à gauche, par rapport à ce que le groupe de travail a défini comme toute boucle qui pourrait faire en sorte qu'on gère autrement l'eau et qu'on lui donne différents usages, donc plusieurs vies avant de la restituer au milieu. Mais on s'aperçoit déjà que ça peut se faire à toutes les échelles. Donc à l'échelle de chez vous, votre bâtiment, des bâtiments publics, mais à l'échelle aussi de toute une collectivité. Ça peut se faire pour différents usages, donc 4 grands usages qui ont été identifiés, donc usage urbain, usage domestique et tertiaire, usage industriel, et on a mis usage non pas agricole mais en zone rurale. Ben, on s'aperçoit que, par exemple, et ça, je voulais faire un zoom dessus, parce que moi, je suis hydropédologue de formation. Alors, pédologue, la pédologie, hein, c'est la même racine que... Voilà, la pédologie, c'est la science du sol. Donc moi, je suis une hydrogéologue, mais de l'enveloppe externe de la Terre, c'est-à-dire le petit épiderme qui est très peu épais. Et je vais finir le petit cours de thermodynamique que nous a fait Étienne Klein tout à l'heure. Il se trouve qu'il y a... Et puis, je vais revenir aussi sur ce qui a été dit sur l'hydroélectricité. On a un agent super naturel qui nous refait de l'énergie très bien ordonnée, qui structure l'énergie, ça s'appelle le sol. Et on a notamment des sols des zones humides, et vous en avez, hein, notamment des histosols, bon, des tourbières pour faire simple, et ben, qui ont été utilisés d'ailleurs historiquement hein, comme source de chauffage. Parce que justement, c'est une façon de structurer l'énergie. Donc en fait, on recrée de l'ordre, on recrée de la bonne énergie par le sol. Donc favoriser le sol, c'est favoriser aussi la capacité de rétention d'eau du sol, c'est aussi ralentir le cycle de l'eau, parce que du coup le sol il va être retenu, enfin le sol il va retenir plutôt l'eau avant d'aller alimenter les nappes ou d'aller alimenter les rivières. Donc une bonne façon aussi de s'adapter au changement climatique, c'est de bien préserver les sols. Et ça, le GIEC l'a très très bien identifié aussi. Et donc du coup, les eaux usées traitées, elles peuvent aussi servir à soutenir des milieux, notamment des histosols, ces fameux sols tourbeux, et notamment, vous le savez, en terrain de montagne, si on ne fait rien sur ce type de sol, il va y avoir de la forêt qui va pousser. Tout. En soi, moi, ça ne me pose aucun problème qu'il y ait de la forêt. Mais du coup, on perd cette capacité de rétention d'eau, ce système de régulation du cycle de l'eau, et ces sols-là, ils sont aussi très intéressants à préserver parce que c'est aussi une capacité de séquestration du carbone. Donc non seulement ils permettent de s'adapter au changement climatique, mais ils permettent aussi d'atténuer le changement climatique si on sait bien les gérer. Donc c'est pour ça que l'utilisation de ces eaux qui viennent de différentes sources, en usage en zone rurale, on l'a pensé comme ça, c'est-à-dire on n'a pas pensé que agriculture, mais aussi, et ça se fait déjà, pour soutenir certains milieux continentaux ou aquatiques, mais plutôt des milieux humides avec certaines biodiversités, mais bien sûr en faisant attention à ne pas perturber. C'est pour garder un bon fonctionnement de ces milieux par rapport à la biodiversité et au changement climatique. Donc voilà, je voulais faire un zoom là-dessus parce que je trouvais que c'était important. Et pour vous faire un panorama chiffré, donc du coup rien que sur la RIOUT, pour vous dire que je veux finir sur des chiffres positifs aussi. Donc j'ai révisé mes chiffres parce que je les avais pas tous en tête comme Laure, je les ai pas tout le temps dans la tête. J'essaye de m'abstraire de ça aussi parfois, surtout quand je vois des beaux paysages comme ce matin. Pour vous dire, quand j'ai fait moi mon enquête sur le panorama la reuse en France en 2017, sur la base de chiffres de 2017, on avait, moi c'était hors dom-tom, mais je vais reprendre les mêmes périmètres que ceux d'INRAE pour actualiser. On va dire on avait 63 cas en fonctionnement et on avait 29 cas en projet dans les cartons. 2022, 104 cas en fonctionnement, donc je parle que des eaux usées traitées pour diverses utilisations. 104 cas, donc déjà vous voyez qu'il y a eu un progrès. Et surtout 136 cas, c'est peut-être ça ton chiffre qui était faux, 136 cas dans les cartons. Voilà, donc je veux dire, c'est bon, la mayonnaise a pris, tout le monde en parle, c'est dans les politiques publiques, techniquement il n'y a pas de verrou, on peut y aller. Après, il y a des verrous économiques, ça a été suggéré, effectivement, ça va être plus cher, donc il faut inventer de nouveaux modèles économiques, et notamment par rapport aux agriculteurs qui n'ont pas l'habitude de payer l'eau.
Voilà, ça suppose d'autres solidarités à inventer entre les territoires, d'amont en aval aussi. Je veux dire, il faut penser ces solidarités économiques aussi. Mais en fait, c'est faisable, ça se fait déjà dans d'autres pays. Vous avez vu qu'il n'y a aucun scandale sanitaire, je connais 0 mort lié à ça. Alors après, il y a aussi les petites boucles que vous pouvez faire chez vous. Donc on a vu des super exemples d'innovation avec Trifon hier. Donc tout le monde peut s'y mettre, mais il y a quand même des précautions à faire. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a des textes réglementaires. Clairement, il y a un objectif, c'est de sécuriser les réseaux d'eau, et notamment le réseau d'eau potable. Donc surtout pas faire en sorte de faire des interconnexions qui risquent d'endommager la qualité de l'eau que vous avez au robinet. Et puis, accessoirement, le robinet du voisin aussi, parce que tout le monde est connecté. Donc ça, c'est vraiment un point impératif. Et c'est pour ça que ces règles existent et que ces prescriptions existent, c'est parce qu'il s'agit de sécuriser les réseaux d'eau. C'est pour ça qu'il faut des disconnecteurs, etc. C'est très important. Donc, faut vraiment garder ça en tête. Il y a certes des règles qui peuvent paraître strictes, des contrôles, etc. Mais en fait, c'est pour maintenir la santé publique et pour garantir finalement l'accès à l'eau potable pour tous avec notre système actuel d'eau. Merci, le message est très clair. J'avais 2 questions, je ne sais pas à laquelle de vous je l'ai posée, peut-être l'une et l'autre. La première, c'est est-ce que il y a des méthodes qu'on peut copier d'ailleurs, par exemple, vous avez parlé d'Israël qui est exemplaire de ce point de vue. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire comme eux, qu'on ne fait pas aujourd'hui? Ou est-ce qu'à chaque fois, il faut réinventer des façons de traiter ces eaux conventionnelles qui tiennent compte de la spécificité de l'endroit où on se trouve, en l'occurrence la France? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est, vous avez parlé de sobriété. Il y a 2 mots en langue française qu'on considère comme quasi synonymes, mais qui en fait le sont pas, c'est la frugalité et la sobriété. La frugalité, c'est, on dit d'un repas qu'il est frugal. C'est-à-dire qu'il y a à manger, mais pas trop, et il y a suffisamment pour tout le monde, mais on n'a pas trop de choix. La sobriété, c'est au niveau du consommateur. Il y a beaucoup de choses, mais il est sobre dans sa consommation. Est-ce qu'on peut préconiser, enfin faire ce que vous préconisez plutôt, alors qu'on n'éprouve pas le besoin d'être sobre, puisqu'il y a beaucoup d'eau? Déjà au niveau de la première question, on peut, alors au niveau technique, il n'y a pas de verrou, on sait vraiment tout traiter, après tout a un coût. Selon l'INRAE, le coût minimum d'une réutilisation des eaux usées traitées serait entre 0,25 et 0,8 euros par mètre cube et pourrait aller jusqu'à 5-6 euros par mètre cube. Donc si on compare à la partie potabilisation de l'eau qui est d'environ actuellement 2 euros par mètre cube, il faut vraiment réfléchir à du long terme et à vraiment un investissement et puis un réel besoin. Et après, ça va être très très local. Ça va être vraiment sur un bassin versant et vraiment comprendre les problématiques, avoir une analyse environnementale, avoir une analyse du coût et vraiment réfléchir avec en fait casser les silos et vraiment avoir une posture beaucoup plus globale de la nécessité d'utiliser les eaux usées non conventionnelles et les eaux usées traitées. Je vais compléter sur l'aspect qu'est-ce qu'on peut retirer des autres pays. Figurez-vous que les autres pays se posent la question aussi. En fait, pour vous dire qu'il y a un projet de recherche qui va démarrer là, en fait, lundi, on commence à faire la réunion entre nous avec les Espagnols, les Portugais et la France, parce que justement, ils se posent la même question, c'est-à-dire pour moi, le risque le plus important à ces usages de l'eau, c'est justement d'oublier les usages naturels de l'eau et l'environnement. Et la pression sur l'eau, on en a parlé, parce qu'on aura plus d'évaporation, d'évapotranspiration. Il ne faut quand même pas oublier que l'évapotranspiration, heureusement, c'est notre climatiseur naturel. Et c'est-à-dire qu'on incite aussi les collectivités à végétaliser tout leur territoire, à faire des murs végétaux, etc., végétaliser les villes, etc. Pas seulement pour réduire le ruissellement et éviter que l'eau aille trop vite dans les rivières, mais aussi pour favoriser l'évapotranspiration et rafraîchir les villes, éviter les îlots de chaleur, etc. Donc forcément, à l'échelle française, on sait déjà qu'on aura plus 20% de demande en eau pour l'évapotranspiration. Donc déjà, il faut faire avec. Et donc ça veut dire qu'on aura plus de pression. Donc déjà, on se posera la question différemment. Déjà.
Et par rapport aux autres pays, qu'est-ce qu'on peut prendre? Sur toutes les modalités de traitement, etc., au niveau technique, déjà, on le prend déjà, hein, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est sûr, plutôt, pour moi, le risque, c'est d'oublier ces usages naturels et d'avoir qu'une vision anthropocentrée, pour reprendre ce que disait M. Bosson hier, et d'oublier un petit peu d'avoir la vision biocentrée, je crois que c'est comme ça qu'il l'a dit, et d'oublier justement les besoins en eau de nos cours d'eau, de nos milieux naturels, etc. Et donc, un des plus grands dangers, c'est de considérer que c'est une ressource alternative d'eau. C'est-à-dire on a une et une seule ressource, c'est juste une autre modalité de gérer l'eau. Et donc, du coup, se pose la question de la gouvernance. Vous allez avoir une session spécifique dessus juste après. Mais en fait, les autres pays se posent la même question, c'est-à-dire quelle est la bonne structure de gouvernance pour favoriser ce type d'usage, mais en restant dans une bonne gestion de l'eau, durable de l'eau, et par rapport aux enjeux climatiques qu'on va avoir. Et en fait, quand je vous dis que la question se pose, c'est que les Espagnols, ils arrivent à la limite de leur modèle, ils ont vraiment, vraiment favorisé les choses, mais ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent quand même pas. Et donc, du coup, ils reviennent vers la France en disant mais c'est quoi votre système de gouvernance de l'eau? Et du coup, comment on pourrait comparer les choses? Et le Portugal commence à s'y mettre. Ils ont un système très centralisé, mais c'est pareil, ils considèrent qu'ils n'y arrivent pas assez facilement. Il y a aussi des arguties administratives et tout. Et donc, en gros, on a décidé de se réunir pour bien comprendre ce qu'on pourrait faire et ce qu'on pourrait justement échanger pour améliorer nos systèmes de gouvernance, pour faciliter les choses, en fait. Donc la France, qui utilise très peu les eaux non conventionnelles, sert de modèle à ceux qui les utilisent beaucoup. C'est ça que j'ai... Non, c'est plus sur le système de gouvernance. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il faut deux choses. Il faut associer enjeux de territoire, donc analyse, diagnostic de territoire, quels sont vos besoins en eau et les enjeux de votre territoire, mais de manière prospective, avec une vision future. Et là, déjà, avec vos réunions Perspective Combloux, vous faites un gros travail sans vous en rendre compte. Là, vous êtes en train de travailler tous, là, à essayer de commencer à imaginer votre futur. Et la vision collective du futur à l'échelle d'un territoire, c'est le premier pas essentiel à faire. Mais il y a un deuxième pas à faire, c'est du coup quel est notre système de gestion, quels sont les acteurs qui interviennent, quelles sont les parties prenantes, s'il y a des industriels, des agriculteurs, des touristes, de tout ce que vous voulez. Et du coup, il faut réussir à faire converger les deux. Et là où la France est bonne, c'est avec ses programmes territoriaux de gestion des eaux, avec, c'est une nouvelle instruction qui est arrivée en 2020, avec sa manière de gérer l'eau, pollueur-payeur, avec les agences de l'eau, etc., par rapport à d'autres pays. Et c'est là-dessus qu'on est regardé, en fait. Est-ce qu'il y a des verrous techniques? Est-ce que c'est simplement des questions de gouvernance, comme vous dites, d'organisation, de réflexion, en adoptant une approche que vous appelez anthropique de l'utilisation de l'eau? Ou est-ce qu'il y a des problèmes techniques, scientifiques? Est-ce qu'il faut faire de la recherche, pour le dire autrement? La recherche, il n'y a pas de verrou technique. Les technologies sont assez matures. Après, on sait à peu près tout traiter. On a des procédés plutôt chimiques avec des matériaux qui vont absorber des polluants, type le charbon actif. On peut aussi faire de l'oxydation avancée pour casser des molécules et des polluants. On a aussi des procédés plutôt physiques, des procédés membranaires, type ultrafiltration ou osmose inverse. Donc l'ultrafiltration va laisser passer uniquement l'eau et les ions monovalents, donc les petits ions. Et l'osmose inverse va vraiment rien laisser passer à part l'eau. Mais tout ça, ça a des coûts extrêmement forts. Toutes les molécules ne sont pas... Il y a quand même des complexités parce que toutes les molécules ne sont pas, par exemple, absorbées par le charbon actif ou pas de manière facile. Donc il y aura, au niveau de la recherche, à part des optimisations, il n'y aura pas grand-chose à faire. Par contre, il faudra réfléchir au cas par cas, à quelle qualité on veut et ce qu'on a dans notre eau, en fait, donc l'eau de départ, et quel traitement adapté techniquement et au niveau du prix est acceptable pour une qualité d'eau et donc un usage ensuite. Merci. Et sinon, moi, je voulais juste finir. Il y a quand même des besoins en recherche et ça a été souligné dans les discussions tout à l'heure, après la première session. C'est qu'on a besoin de mieux comprendre comment vont évoluer nos usages de l'eau dans la perspective climatique. Et là-dessus, le CEREMA travaille à un outil numérique qui se veut permettre une analyse prospective des usages de l'eau. Par exemple, on fait du SMR, on développe le SMR dans un territoire, ou un gros EPR, ou un synchrotron qui va consommer plein d'eau. Comment on fait? Comment on va faire? Ou par exemple, un hôpital ferme. Du coup, comment ça va infléchir les usages de l'eau? L'idée, c'est à 30 ans, à 50 ans, en intégrant aussi des scénarios climatiques, mais un peu simplifiés, y compris en intégrant des sécheresses hivernales,
parce que dans la plupart des scénarios climatiques qu'on retient pour les analyses prospectives, pour l'instant, on n'intègre pas les étiages hivernales ou les sécheresses hivernales, en intégrant éventuellement des points de rupture qui actuellement sont difficilement connus, voir quelle influence ça va avoir sur nos usages de l'eau, et ça indépendamment des données de prélèvement d'eau. Donc c'est vrai que d'avoir ce genre d'outils prospectifs, ils peuvent aider à la décision, et les croiser avec d'autres outils prospectifs qui sont en cours de création aussi, en cours de développement, donc qui sont plus sur la ressource qu'on évoquait, mieux connaître nos ressources en eau. L'idée, c'est de faire converger les deux, c'est-à-dire pouvoir se projeter dans l'avenir sur une vision de nos usages futurs, une vision de nos ressources futures. Et bien là, on devrait commencer à pouvoir bien réfléchir sur des scénarios, sur qu'est-ce qui est vraiment intéressant pour notre territoire. Un petit peu comme ce qui a été fait pour les stations de ski là, avec Climsnow, ce qui a été présenté aussi hier en innovation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, puisque on est en train d'essayer de rattraper notre petit retard. Je préfère donner tout de suite la parole à la salle pour des questions. Il y en a beaucoup, visiblement. Je n'ai pas le micro. Si, ça marche. Oui, bonjour et merci. Est-il envisageable que les maisons soient alimentées par deux réseaux, un réseau très potable pour la boisson et la cuisine et un réseau pour l'eau utilitaire? C'est une première question. La deuxième question est justement quel est le pourcentage dans une maison d'utilisation pour l'utilisation noble et pour l'utilisation utilitaire? Et troisième question, quel est le pourcentage de l'eau consommée potable et de l'eau achetée en bouteille? Je ne vais pas répondre aux deux dernières questions parce que c'est très variable. Et ça, le chiffre sur la deuxième question. Alors, je commencerai par la première. Est-ce qu'on peut? Oui, et ça se fait déjà. Ça se fait déjà. On a certains bâtiments où c'est clairement prévu comme ça. Il y a même certains pays où même dans les prescriptions constructives, c'est prévu comme ça dès le départ. Là. Je vais citer juste la Corée, le Japon par exemple. Je te laisse répondre à la suite. En Belgique aussi, ça fonctionne, ouais. En Belgique aussi, toutes les nouvelles constructions sont obligées donc pas forcément d'utiliser l'eau de pluie, mais en tout cas d'avoir un stockage, une citerne d'eau dans toutes les nouvelles constructions, ce qui permet, en tout cas ce qui incite les nouveaux propriétaires de créer un réseau d'eau de pluie pour tout ce qui est donc lave-linge, arrosage du jardin, voiture, toilettes. Et ça, en fait, ça correspond à environ 38% de nos consommations d'eau dans une maison. Donc avec de l'eau de pluie, même en France, on pourrait économiser 38% d'une eau qu'on a potable par des eaux non conventionnelles. Je vais rajouter un autre petit point, c'est qu'on va avoir une année olympique, là, ça ne vous a pas échappé. Peut-être que vous aurez une autre année olympique dans quelques années, plutôt Jeux olympiques d'hiver. Mais on sait très bien faire, et on a des exemples qui ont été justement mis en exergue par le GT-ENC, d'installations temporaires pour les sportifs qui fonctionnent déjà comme ça. C'est-à-dire que les sportifs de Roland-Garros, pourtant, on ne supporterait aucun virus, on ne supporterait pas qu'un grand champion de tennis ait une gastro-entérite. Pourtant, on mettait dans leur chasse d'eau les eaux qu'ils utilisaient pour leur douche. Et ce, pour ne pas augmenter la consommation en eau de manière temporaire au moment du tournoi de Roland-Garros. Donc ça, on sait faire, en fait. C'est peut-être des choses davantage à connaître au moment de Roland-Garros. Avant la retransmission en direct, un petit reportage. D'autres questions dans la salle ? Oui, bonjour. Merci déjà pour cet exposé, c'est extrêmement clair. Est-ce que dans vos études, c'est peut-être plus pour Catherine la question, est-ce que dans vos études de projection de cette nouvelle modalité de gestion, est-ce que vous avez une réflexion d'avoir cette gestion dynamique, c'est-à-dire peut-être de mettre en place des mesures en temps réel ou pas, pour pouvoir destiner l'eau à telle ou telle application ? Je vois bien la question d'Olivier par rapport à son innovation là, sur la société Save. En fait, oui, on en est venu à arriver à des réflexions comme ça pour certains types de scénarios d'utilisation de ce type d'eau non conventionnelle.
c'est vrai que ce serait génial de pouvoir avoir même des systèmes automatisés. Faut savoir donc pour le grand public qu'il y a des exigences réglementaires et notamment là il y a un projet d'arrêté qui est en consultation là jusqu'au 26 janvier. Donc si vous voulez pour les usages au sein des bâtiments par exemple, qui va être très strict puisqu'il va demander pratiquement tous les 2 mois ou tous les 6 mois de faire un contrôle. Donc c'est vrai que si on avait des systèmes qui étaient intégrés, qui permettaient de faire des systèmes d'alerte en temps réel, ce serait déjà très intéressant. Et je peux vous dire que sur des cas existants, je vais parler du cas que je connais bien à Clermont-Ferrand, où là, du coup, on est parti dans une logique d'analyse et de gestion du risque. Effectivement, l'idée, c'est que si on a un système qui existe et si on a le moindre virus ou la moindre bactérie qui est sortie de la station d'épuration, l'idée, c'est de pouvoir tout de suite interrompre l'usage de l'eau. C'est vrai que pendant le confinement, quand le groupe de travail a été constitué, la première question qui s'est posée, ça a été est-ce qu'on continue ou pas d'utiliser les eaux usées traitées? Est-ce qu'on continue aussi d'utiliser les boues de station d'épuration pour amender les champs? C'était la première question, c'est par rapport à ce virus, qu'est-ce qu'on continue à faire ou pas? Alors c'est vrai que si on avait ce système de détection en temps réel, et notamment au niveau bactériaux, ce serait un grand pas en avant, quoi. Je demande aux personnes qui posent des questions de se nommer pour que la retranscription des échanges les cite. François Périnet. Les eaux résiduaires d'industries comme les laiteries ou les conserveries de légumes, elles sont déjà épandues sur les sols, ça existe. Là, parce qu'on sait exactement ce qu'on met sur le sol, tandis que les eaux usées urbaines, il y a de tout là-dedans quand même. Il y a des micropolluants que le sol ne peut pas digérer. Donc, est-ce qu'il y a eu des études sur leur impact? On essaye de se répartir les réponses. Déjà, le problème des micropolluants, notamment des polluants persistants, par rapport au sol, ce n'est pas un problème lié aux eaux non conventionnelles. S'il y a un prélèvement d'eau brute, un prélèvement d'eau de rivière, le Rhône par exemple, et qu'on va arroser avec cette eau-là le sol, le problème se pose aussi. Donc déjà, ce n'est pas un problème spécifique aux eaux non conventionnelles, premièrement. Deuxièmement, oui, il y a eu des études de fait, et notamment, là, pour le coup, j'ai vraiment participé à ça, sur les métaux. Parce que le sol, c'est quand même un système qui peut être accumulateur, je l'ai dit. C'est un système qui va structurer l'énergie, mais qui, du coup, a des risques d'accumulation. Donc il y avait une question qu'on s'était clairement posée par rapport aux métaux lourds, par exemple. Est-ce que ça risque d'accumuler à long terme? Là, il y a eu des réponses, clairement, non. Il a fallu qu'on étudie les tout premiers centimètres du sol pour commencer à avoir un petit début un truc qui ressemble à une accumulation, mais qui n'en était pas. Mais par contre, si l'eau est un tout petit peu salée, alors là, c'est un gros risque, parce que là, on dégrade le sol. Donc là, ça ne supporte absolument pas une eau qui contient un tout petit peu de chlorure, et surtout pas de sodium. Donc là, c'est un problème. Mais par contre, pour les métaux, on l'a mesuré. Il y a eu quelques études qui ont regardé le cortège bactérien des sols, donc le côté fonctionnel, où là, effectivement, ça changerait le type de population bactérienne. Ça changerait un peu les cortèges, mais en fait, ça ne change pas la fonctionnalité du sol, enfin, en tout cas biologique du sol. Par contre, sur les polluants émergents, les études d'accumulation, elles sont un peu en cours et c'est difficile à faire parce que, en gros, pour doser ces polluants, il faut souvent les concentrer. Donc, on a du mal justement déjà à les doser dans l'eau. Alors, dans des matrices comme le sol, c'est encore difficile. Donc, les études commencent. Mais ce problème-là, encore une fois, il n'est pas spécifique aux eaux non conventionnelles. Dernière question, peut-être? Alors, je ne sais pas si le CEREMA travaille sur la filière Comté, mais la filière Comté a sorti les boues d'épuration de tout le massif du Jura, où la zone Comté est couvre. Et ce qui fait que pour les collectivités, pour nous les collectivités, moi qui suis producteur de lait à Comté, je suis confronté dans mon EPCI à trouver une solution alternative pour les boues de la station d'épuration, où il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de métaux lourds, mais on s'est retrouvé à trouver une solution alternative pour les boues. Et aujourd'hui, on en est à penser à l'incinération, comme les Suisses. Oui, non, mais c'est et les micropolluants pour réutiliser les eaux usées chez nous, alors que les boues d'épuration, on demande déjà à la ville de Besançon et autres, ça pose de vrais problèmes. Le département du Doubs, je pense que le CEREMA est mis autour de la table, à engager un chantier sur les boues d'épuration et le devenir pour les collectivités, parce que c'est un vrai sujet de fond.
On peut même pas le mettre dans la forêt. Mais la raison, c'est quoi? La raison, c'est que la société veut un produit propre. Le comté, c'est le produit. Sociologique. On en revient au débat de tout à l'heure. C'est un problème de société. Oui, c'est ça. Parce que sinon, enfin, moi, j'ai travaillé. Alors là, pour le coup, en Haute-Loire, où là, ils pouvaient pas, d'un point de vue réglementaire, parce que leurs sols sont anormalement riches, mais c'est naturel. Hein. Ils ont une anomalie géochimique naturelle en nickel, par exemple, et en chrome. Donc là, du coup, ça interdisait d'emblée. Les sols étaient déjà trop riches, donc l'épandage de boue. Mais en fait, il y a un mode dérogatoire et on a pu montrer, justement, les accompagner en montrant que ce nickel et ce chrome, ils ne sont pas mobiles. Et que donc, du coup, ils ont pu épandre. Et du coup, là, on est déjà ça fait déjà plus de 10 ans qu'ils épandent. Et donc, je veux dire, là, vous êtes plus face à un problème de société. Effectivement, le CEREMA a aussi des équipes qui accompagnent ça, qui accompagnent le changement et l'aspect social. Mais je dirais que c'est plus un problème là, de gouvernance et de sociologie. Voilà, j'ai trouvé cette table ronde très riche, très dense, très passionnante. Donc, vous avez droit à 15 minutes de pause pour la digérer. Voilà. Et je vous rappelle qu'il y a, vous avez des tableaux ici en bas et que les deux artistes, Isabelle Vouni et Giandra De Castro, sont là et qu'elles sont là pour vous offrir aussi leur petit livre. Donc, allez les voir. Et voilà, et ne partez pas, on réattaque à 35.